T'as fini, oui, sale bête! Tiens, ça passe! J'en ai perdu ma loupiote, dis donc! Non, mais... vous étiez là. Bienvenue dans ce 4e épisode du Ciné à la bise d'Arnaud, consacré cette semaine à un improbable nanar du début des années 80. Je dédicace d'ailleurs cette chronique à mon pote Sylvain qui m'a fait découvrir cet OVNI, objet filmique non identifié, il y a plus, hélas, de 30 ans. Nous sommes donc ensemble pour parler du film Monster in the Closet, sorti en 1986. Mélange de parodie, de fantastique et d'horreur, très light, je vous rassure, ce petit film fauché enchaîne les scènes sans se soucier des raccords, de la cohérence scénaristique ou de l'étalonnage des couleurs, mais malgré tout avec une certaine tenue. Quel bonheur! Il vous faut donc à partir de maintenant ouvrir vos chakras au maximum et retrouver votre sens de l'absurde. La vision de Monster in the Closet ne s'improvise pas, que nenni non point, mais se marie très bien avec une soirée un peu, voire beaucoup arrosée entre amis, une pizza 4 fromages et une ou deux pintes de bière bien fraîches. Une fois équipé, on peut y aller. Sale bête, mais t'as fini, oui. T'as fini, oui. Bon. Quelques mots sur l'intrigue. De toute façon, vu qu'elle est inexistante, ça ne prendra pas bien. La banlieue de San Francisco est soudainement frappée par une série de meurtres inexpliqués, ayant tous eu lieu dans des placards. Un journaliste, Richard Clark, et une amie scientifique, Diane Bennett, décident de mener l'enquête. Rapidement, ils découvrent qu'une créature aussi immonde qu'indestructible se déplace de placard en placard. Un peu comme nous, on peut prendre les transports en commun. Voilà pour l'intrigue. En fin de chronique, je vous parlerai de la société de production du film, à savoir Troma Entertainment. Et vous verrez que Monster in the Closet est doté d'un scénario riche en comparaison de certains films produits presque en même temps. Nous avons là le haut du panier, à linge bien évidemment. Placard, panier à linge, bon. Ce film est réalisé par Bob Dallin, et chose étonnante, je n'ai rien trouvé sur ce monsieur, si ce n'est qu'il aurait réalisé 2 ou 3 films introuvables sur la toile. Il aurait été surtout assistant réalisateur et scénariste sur des productions très modestes. Ce n'est pas grave, car c'est la distribution du film qui mérite le détour. Tourné en 18 jours avec les moyens du bord, comme tous les films Troma, et dans les appartements privés des membres de l'équipe, Monster in the Closet sort du lot par le nombre impressionnant de trognes connus invités à jouer pour la plupart au minimum syndical. Pour ainsi dire, peanuts. Mais la bonne humeur est, dit-on, communicative. Tout d'abord, et c'est le choix du cœur, Stella Stevens. Sans être un clone de Marilyn Monroe, malgré sa ressemblance, elle relève le cliché de la blonde vaporeuse et écervelée. Franchement insolente et nue, elle est Miss Janvier 1960 pour Playboy. Elle croisera sur sa route, l'actrice, des pointures comme Dean Martin, Robert Mitchum ou Jason Robards, et tournera avec les plus grands, Altman, Minnelli, Cassavetes ou Robert Parrish. Son talent, sa beauté, son tour de poitrine, et surtout son humour n'ont hélas pas suffi à en faire une star, malgré des films honorables, comme Dr. Jekyll et Mr. Love de Jerry Lewis en 1964, ou Un nommé Cable Hogg en 1970, d'un Sam Peckinpah encore tout auréolé du succès mondial de La Horde sauvage, sorti 1 an avant. J'aurai pour ma part un coup de cœur pour sa prestation dans Le Bataillon des Lâches de George Marshall en 1964, aux côtés de Glenn Ford, hilarant western antimilitariste. Guest star de nombreux films fantastiques, elle devient une icône du cinéma bis, et a donc toute sa place dans cette chronique. Donald Grant, qui joue le rôle de Richard Clark dans le film. Comme pour le réalisateur, j'ai fait chou blanc sur la filmographie du monsieur. Tout juste ai-je pu apprendre que la carrière s'étend de 1986, Monster in the Closet, à 1990, Le Prince de Bel-Air avec Will Smith. En dehors de ça, que de chipots de balle. Peut-être a-t-il fait l'objet d'une protection des témoins, qui sait. Toujours est-il qu'il disparaît des écrans radars du cinéma bis en 1990. L'enquête est ouverte. À vous de jouer si vous le souhaitez. John Carradine maintenant. Son physique inquiétant le prédispose rapidement au rôle de fourbe, de traître ou, n'hésitons pas, de salaud. Fortement apprécié de John Ford, ils tourneront ensemble, à ma connaissance, 8 films, et pas des moindres. La Chevauchée fantastique, Les raisins de la colère, La piste des Mohawks, Les Cheyennes. On le retrouvera également dans Les 10 commandements de Cécile B. 2000 ou Le brigand bien-aimé de King Vidor.
Assez rapidement, après les années 60, il se tourne vers le cinéma fantastique, lui permettant de faire des apparitions jusqu'à la fin de ses jours, comme son ami et confrère Vincent Price. Il est le père de David Carradine, universellement connu comme étant Bill de Kill Bill de Quentin Tarantino, et surtout Petit Scarabée, Kwai Chang Caine de la série Kung Fu. Au total, John Carradine aura participé à près de 250 films. Donald Moffat ensuite, célèbre acteur américain de théâtre, on le retrouvera dans Tremblement de terre en 1974 aux côtés de Charlton Heston, The Thing en 1982 de John Carpenter, où il incarne le boss de la station polaire, L'étoffe des héros en 1983 et Le bûcher des vanités en 1990. On le connaît surtout pour son rôle à la télévision d'un androïde prénommé Rem dans la série L'âge de cristal en 1977. Denise Dubarry, qui joue le professeur Diane Burette. Elle est surtout connue pour avoir été l'une des infirmières aux côtés de William Conrad, alias Papy Boyington, souvenez-vous, Papy Boyington, dans la série TV Les Têtes Brûlées. Henry Gibson, encore une tête connue, mais pourtant. Il incarne au cinéma souvent des rôles de fourbe hystérique, comme dans les Blues Brothers, où il incarne un chef de parti néo-nazi, ou L'Aventure intérieure, ou Gremlins 2 de Joe Dante. Claude Akins, célèbre pour avoir incarné le général Aldo dans le film La bataille de la planète des singes en 1973. On l'a également vu dans Ouragan sur le Caine, Le renard des océans ou Rio Bravo, aux côtés notamment de John Wayne. Un grand habitué de second rôle de salaud, militaire ou policier. Allez comprendre. La distribution du film recèle enfin deux perles. Tout d'abord, Stacey Ferguson, 11 ans, une des premières victimes du monstre des placards. Elle deviendra Fergie, membre des Black Eyed Peas jusqu'en 1915, date à laquelle elle préférera voler de ses propres ailes. Et enfin, qui était donc le jeune prodige qui jouait le fils du professeur Bennett? Vous ne le reconnaissez pas? Il s'agit pourtant du premier rôle à l'écran de Paul Walker, futur Fast and Furious, et qui, tel James Dean, nous a quittés en 2013 dans un terrible accident de voiture. Comme quoi le cinéma bis peut aussi ouvrir les portes de la célébrité en grand. Nous l'avons vu, la distribution du film rattrape à elle seule le budget indigent du long métrage. Mais que dire de la société de production du film, Troma Entertainment? À partir de maintenant, je demande toute votre attention, car nous basculons dans la 4e dimension, et je vais avoir beaucoup de mal à garder mon sérieux. Cette société américaine de production a été créée en 1974 par un certain Lloyd Kaufman, et s'est vite spécialisée dans des films trash, voire des nanars volontaires. Produits avec des budgets ridicules, les films Troma ont rapidement trouvé leur public en répondant à un cahier des charges quasi obsessionnel. Sexe, gore et mutation en tout genre. Souvent liés d'ailleurs à la défense de l'environnement, comme la pollution par exemple. Avec Troma, le politiquement incorrect est de rigueur. On peut retenir des presque 400 films distribués depuis 1974, Toxic Avenger en 1985 et ses deux suites, Redneck Zombie en 87 que l'on pourrait traduire par Les Pecno-Zombies, Une barbare nympho dans l'enfer des dinosaures en 1990, Cannibal le musical en 1996, la même année, Killer Condom de préservatif tueur. Mais je ne résiste pas à l'envie de vous donner le synopsis de ce qui me semble être la quintessence des films Troma, à savoir Nazi Surfer Must Die en 1987, et dans le texte, les surfeurs nazis doivent mourir. Un homme noir est tué dans une rixe par des surfeurs néo-nazis. Jusque-là, rien de très anormal. Par contre, sa mère quitte donc sa maison de retraite armée jusqu'aux dents pour le venger. Nous avons là la raison d'être des films Troma, sachant que, en plus, quelques jeunes femmes dénudées viennent par le plus pur des hasards faire de la figuration. Parlons maintenant du film lui-même et des multiples références qui parsèment ces 84 minutes. J'en retiendrai particulièrement 3. Le xylophone du professeur Pennyworth est un vibrant hommage au professeur Claude Lacombe, alias François Truffaut, dans Rencontre du troisième type de Steven Spielberg en 1978. La musique n'adoucit-elle pas les mœurs? Le nom de l'acteur principal, Richard Clark, ainsi que le look, les lunettes et la coupe de cheveux courts, sont une référence directe à Clark Kent, alias Superman. Enfin, je suis encore tout émoustillé par la scène hilarante à répétition de la douche, directement inspirée par celle de Psychose du grand Alfred Hitchcock. Comme quoi, à 48 ans, Stella Stevens n'avait toujours pas froid aux yeux. Vous l'avez compris, il est des films que l'on n'imagine pas un jour visionner. Et Monster in the Closet en fait partie.
Mais ce serait une grossière erreur, tant ce long métrage mérite qu'on le regarde au moins une fois, et en faisant abstraction, bien évidemment, de tout ce qu'on a pu voir avant. Je ne rentrerai pas dans le débat sur le caractère homosexuel du message du film, car contrairement à King Kong, la bête a pécho un mec. Mais bon, nous sommes chez Troma, nous l'oublions pas. Monster in the Closet est disponible en import espagnol sur Amazon.fr. La semaine prochaine, changement de décor, puisque nous irons en Afrique du Sud en janvier 1879, avec le magnifique film de guerre Zulu de Silent Field. Ce sera l'occasion d'évoquer à la fois ce grand monsieur, metteur en scène, inventeur de génie et magicien de premier rang, mais aussi Stanley Kramer, acteur, producteur et critique acerbe de l'apartheid. Un combat à la fois à l'écran et lors du tournage. Avant de vous laisser avec Monster in the Closet, si vous arrivez à le regarder, je vous propose un petit jeu. Lors de ma chronique sur Jason et les Argonautes, et après moult relectures, 2 erreurs se sont glissées. Je vous laisse donc 2 semaines pour les retrouver. Bonne chance aux plus valeureux d'entre vous. Un petit cadeau est à la clé. Cochon qui s'en dédie. Je vous souhaite donc un bon moment de déconne avec le monstre des placards, et je dois y aller, car après avoir vu le film, ma femme m'a demandé de désinfecter les placards de la maison. Adieu. Petit, 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 Sunny day, sweeping the clouds away. On my way to where the air is sweet. Can you tell me how to get to Sesame Street?